de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, belle semaine, nouvelle semaine où nous accueillons pour votre podcast de femme à femme une femme dont nous avons déjà su apprécier sa façon de prendre du recul sur sa vie, de la disséquer. Elle nous a parlé de son adoption, elle nous a parlé de la blessure d'abandon qui en découlait certainement d'ailleurs. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une autre partie de sa vie et l'apprentissage qu'elle en a tiré et qu'elle souhaite partager avec nous et qui fait la femme qu'elle est aujourd'hui. Bonjour Sylvia. Bonjour Hélène. Je suis trop contente de te revoir. Je partage. Non, mais c'est toujours un bonheur d'être là en fait. Merci. On est là. Merci. Oh, c'est sympa, petite discussion tranquille. Absolument. Et vraiment, je t'assure, mais franchement, je te le dirai systématiquement, mais je suis impressionnée par la façon dont tu dissèques ta vie. Parfois, peut-être falloir que je me pose et que je dissèque la mienne en fait. Alors, qu'est-ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui ? Alors, ce que je voudrais partager aujourd'hui avec nos auditeurs, c'est la maternité. Mes maternités, cette maternité, celle qui est arrivée avec certaines difficultés, celle qui a été extrêmement désirée, celle qui a été associée à de nombreux échecs, celle qui a été confrontée au deuil, celle qui a été confrontée au doute, au rapport au corps, un peu tout ça. Tu as combien d'enfants ? J'en ai 2. J'ai 2 petites filles qui ont aujourd'hui 12 et 11 ans. Et elles sont arrivées avec beaucoup de temps. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors, pour la petite histoire, je ne fais pas partie de ces femmes qui désiraient en tout cas un enfant. Je le dis peut-être de manière assez brutale, mais c'est vraiment mon compagnon qui m'a en tout cas donné l'envie d'avoir un enfant. En fait, tu as face à toi quelqu'un qui comprend parfaitement qu'une femme n'ait pas envie d'avoir un enfant. Mais je faisais partie de cette... Voilà, je me disais non, je veux pas, j'aime mon corps, je veux rester comme ça. Pour moi, c'était pas indispensable. J'étais totalement épanouie, j'étais OK là-dessus et... ça n'empêchait pas que j'aimais en tout cas les enfants et la relation et je trouvais que c'était très beau d'avoir un enfant. Mais pour moi, individuellement, je ne me sentais pas ni l'envie, ni la charge d'assumer en tout cas le fait d'avoir un enfant. Et c'est vraiment cette rencontre avec mon compagnon qui a changé tout ça parce que lui, il était vraiment paramétré en tout cas dans cette optique. Et puis, il m'a donné envie. Et puis, j'avais envie vraiment de sceller cet amour. Pour moi, c'était une évidence. Je n'ai jamais ressenti auprès de mes autres compagnons, cette volonté de nous unir, lui et moi, et d'associer au-delà même du physique, d'associer nos valeurs, d'associer nos histoires, de créer une union commune de lui et de moi. Et donc, ça, c'est ce qui a expliqué que ça a pris un peu de retard, parce que c'est vrai que mes enfants, je les ai eus un peu tardivement, du coup. T'as pas pris de retard, tu sais. Je t'écoute et je me dis, mais pourquoi elle parle de retard ? Parce que nous sommes dans un retard. Nous sommes dans une société qui dit que la femme, Absolument. à partir de certain âge, c'est trop tard pour avoir un enfant. Bon, c'est vrai que le corps de la femme, à un certain moment, c'est vrai, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas du retard. Parce que je suis pas sûre que tu aies eu ta gamine, enfin la première en tout cas, à 50 ans ou même à 40 ans. Non, bien avant. Ok, d'accord. À partir de 40 ans, oui, on peut peut-être commencer à parler de grossesse à risque, etc., etc. Donc le retard, pourquoi ? Pour qui ? Pour la société ? Oui, par rapport à ce que nous renvoie la société, par rapport au fait qu'aujourd'hui, à partir de 30 ans, même un petit peu avant, il faut déjà déposer une semence. D'ailleurs, j'ai été en retard aussi alors. Tu vois, mais c'est vrai que voilà, on dit il faut idéalement parce que c'est une manière de préserver nos ovocytes, de transmettre aussi une forme de jeunesse de préserver nos cellules et alors on va reprendre l'histoire de Sylvia qui a eu ses enfants à l'âge auquel les enfants devaient arriver. C'est ça.
Et la première, donc? La première, alors, l'histoire, quand on a véritablement entamé le processus pour que je sois enceinte, ça s'est malheureusement soldé par une première fausse couche qui a été très douloureuse parce que, en même temps que cette fausse couche, ma belle-sœur était aussi enceinte en même moment. Donc, c'était très compliqué de suivre à la fois sa grossesse, d'essuyer mon deuil. Et ça, c'est encore aussi un sujet qui est assez délicat parce que le deuil périnatal, on a tendance à l'éliminer très vite. C'est-à-dire qu'une femme fait une fausse couche, un couple, d'ailleurs, parce que au-delà même de la femme, j'étais aussi avec mon compagnon qui perdait aussi son enfant, mais on nous oblige à rapidement balayer cet épisode, dire voilà, ok, Combien on de mois? recommence. 6 semaines, donc 2 mois, donc c'était vraiment tout récent, mais ça a été compliqué à assumer cela. Donc cette première fausse couche a été le fruit d'un échec où je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, donc ok. Et je me suis rapprochée donc de ma gynécologue. J'avais décidé de faire un frottis, voilà, j'en faisais tous les mois. Et là, j'ai fait mon frottis et là elle m'appelle et elle me dit mais Rose, il faut absolument que je vous voie parce qu'il faut qu'on en parle. Là, je commence un petit peu à angoisser, on me dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle veut me rencontrer. Et elle m'annonce que je développe des cellules précancéreuses au niveau de mon utérus. Et donc, il va falloir entamer des soins profonds, notamment une opération, et qu'on va forcément retarder l'échéance de la maternité. Donc, j'accueille ça avec beaucoup de... Waouh, c'était très compliqué à vivre parce que ça retardait mon échéance de maman. Et puis, je me disais, mais on est sur l'ordre de cellules précancéreuses qui ne sont pas encore développées, mais qui sont là, puis l'atteinte même de mon utérus. Enfin, voilà, on est quelque chose de très profond. Retirer quelque chose qui est, je dirais, de partie même, dès lors où c'est associé aux organes, c'est quand même déjà délicat, mais quand ça touche son intimité, c'est extrêmement compliqué. Donc cette première étape a été compliquée, même si j'étais véritablement bien accompagnée par une gynécologue qui a été vraiment efficace et qui a vraiment fait le job parce qu'elle était aussi elle opère aussi dans la chirurgie obstétrique, donc elle avait vraiment fait le travail. Une fois que l'opération s'est déroulée dans les bonnes conditions, et qu'ensuite il m'a fallu aussi un peu de temps pour me réapproprier mon corps, pour me réapproprier aussi ma sexualité, parce que je vais être assez technique, j'avais une section au niveau de mon col de l'utérus, donc tu vois, un col de l'utérus, c'est comme un entonnoir, tu vois, donc on l'a limité à 3 cm, sachant que forcément, ça limite, en tout cas, ça provoquait quelque chose qui ralentissait un petit peu le mécanisme de la maternité. Mais on a pris l'information et on a commencé à faire comme d'habitude. Et ensuite, bien pendant l'année, on a entamé, on a repris branle-bas de combat pour avoir ce bébé. Donc, je t'ai pas les détails, les positions, poirier, la température, enfin voilà, tout, la prise de notes. Tout est passé. Tout est passé pour vraiment avoir, tout était planifié, même les dates amoureux, désolé, c'était pas très glamour, mais il fallait que tout soit au millimètre pour avoir Chérie, vas-y, ce bébé. C'est l'heure, faut que tu rentres. C'est ça. Et malgré toute cette organisation, bébé ne venait pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et là, il a fallu... Donc, c'est le moral qui en prend un coup. Le moral en prend un coup. Et à cette époque-là, j'avais l'impression que mon corps était vide. Et j'ai commencé, parallèle de cette étape, j'ai repris le sport, mais de manière très, très, très intensive. Alors, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'athlétisme. Et quand je suis revenue en Guadeloupe, j'ai commencé... par rapport à cette histoire, à reprendre le sport, à commencer à courir. Et puis ensuite, je me suis mis dans un club et j'ai couru. Tous les jours, je courais. Je courais 5, 6, voire 10 km par jour. J'avais besoin de mettre mon corps à l'épreuve. Parce qu'il ne répondait pas à mes attentes. Donc, je courais parce que voilà, j'avais l'impression d'avoir un corps un peu inutile. Et donc, on a continué à entamer d'autres examens pour expliquer pourquoi le bébé n'arrivait pas. Et au travers d'autres examens comme l'hypersalpinographie et la célioscopie,
qui sont des termes très techniques, mais qui sont associés justement à l'appareil reproductif pour avoir c'est comme si on te mettait un petit tuyau à l'intérieur pour observer en termes de radio, savoir si tout va bien. Et là, on a observé que j'avais une trompe qui était totalement bouchée et l'autre qui était bien. Donc ça voudrait dire que j'avais un cycle sur 2 qui fonctionnait, associé au fait que j'avais également ce qu'on appelle des ovaires polykystiques. Donc on parle beaucoup d'endométriose, mais les ovaires polykystiques, on n'en parle pas beaucoup. C'est quand même aussi un syndrome qui est compliqué, aussi associé à nos femmes noires. C'est en fait la reproduction d'ovaires qui n'arrivent pas à maturité. Donc en fait, ça crée des tout petits kystes tout autour des ovaires. En fait, au lieu d'avoir une belle ovaire chaque nidation, eh bien moi j'ai des toutes petites ovaires qui se forment et qui créent des douleurs atroces au niveau des ovaires, des kystes. Enfin voilà, c'était compliqué à gérer. Et tout ça, je l'ai appris au travers de tous les examens que j'ai entamés. Autant te dire que ça compliquait pas mal de choses. Et quand on reprend l'addition, quand on associe le fait que j'avais un utérus qui était beaucoup plus petit, avec un col un petit peu rétréci, avec une trompe défectueuse, plus des ovaires qui n'arrivaient pas à maturité, ça faisait beaucoup. Bien évidemment, associé à ça, qu'est-ce que je faisais ? Moi, je continuais à courir tous les jours. Je me sens inutile, mon corps ne répond pas. J'avais même demandé, d'ailleurs à l'époque, à mon compagnon, parce que j'étais tellement en colère contre moi, contre mon corps qui ne répondait pas. Je lui ai même dit, mais quitte-moi, trouve une femme qui pourra te donner des enfants, te satisfaire, parce que moi je peux pas. Je suis HS, je sais pas, je réponds pas, et je provoquais même des disputes parce que je voulais, mais quitte-moi, pars, rejoins une femme qui pourra t'honorer, qui pourra vraiment te combler, parce que moi je sers à rien. C'est dur, hein, mais j'avais l'impression de ne pas, et ça me renvoyait au fait comme disant, mais est-ce que j'aurais pas dû entamer les démarches plus tôt ? Enfin, c'est très très compliqué parce que on parlait d'âge tout à l'heure, quand on disait effectivement la société nous conditionne à avoir les enfants à un certain âge. Pourtant, je n'ai pas eu mes enfants très tard. Mais je pense que tout ce qui est lié aussi à la médicamentation, c'est-à-dire que la prise de pilules, entraîne forcément des conséquences sur nos organes. On en parle peu aujourd'hui. On commence à se rendre compte effectivement des effets indésirables. Mais je pense que c'est tout ce que j'ai récupéré au travers de ces anomalies sont aussi le fruit de cette prise médicamenteuse qui est la pilule que j'ai pris pendant de longues années. Et donc, on a commencé à entamer ensuite, parce qu'au bout d'un an et demi, donc j'ai rencontré un grand professeur qui s'appelle professeur Janqui également, qui m'a dit, mais Madame Brosse, mais attendez, ça fait 1 an, mais il va venir votre bébé, rassurez-vous, il va arriver. Je dis, mais je comprends pas, ça vient pas, pourquoi ? Non, rassurez-vous, tout va bien arriver. Parce que en tout cas, selon son expérience, ça restait quelque chose d'assez c'était pas aussi dramatique que ça. Peut-être qu'il cherchait en tout cas à me rassurer. Même le problème des ovaires, justement, qui n'arrivaient pas à maturité. Je pense qu'il ne me l'a pas dit, mais en tout cas, il avait une vision extrêmement optimiste en disant, rassurez-vous, tout va bien se passer, pareil pour ma gynécologue. Il connaît très 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 bien son sujet. Oui, absolument. Il faut le lui reconnaître. Hein. Absolument. Il connaît très 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 bien son sujet. Et docteur Lurel, qui m'a accompagnée également à l'époque, d'ailleurs je la cite, parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup accompagnée, eh bien, après ces diagnostics plutôt compliqués, nous avons commencé à faire des examens aussi par rapport à mon conjoint. Au lieu, on s'est rendu compte que voilà, tout allait bien de son côté. Et on a décidé de passer par une FIV. Donc, nous avons entamé donc, toutes les démarches. Donc, on a dû, de manière administrative, faire toute une procédure pour pouvoir entamer et passer par une FIV. Et là, j'ai commencé à me rendre compte que voilà, on partait sur quelque chose d'assez mécanique, d'assez technique, avec une prise de médicaments, enfin pas une prise, mais en tout cas une intervention par une infirmière avec des piqûres tous les jours, avec des soins. Enfin, ça demandait un traitement assez lourd, auquel on était préparé parce qu'on était encore plus engagé et volontaire à avoir ce bébé, bien évidemment. Et au moment où on a eu l'accord, parce qu'il faut passer par plusieurs étapes pour avoir une FIV, c'est pas aussi simple que ça. Administrativement, il faut être reconnu, il faut être pacsé ou marié. Enfin, il y a pas mal de choses dont on ne dit pas pour vraiment entamer une FIV. Et à cette époque, donc j'avais commencé à lâcher prise en me disant, bon, allez, on arrête le poirier, on arrête ça. C'est bon, j'en peux plus, j'arrête. Le poirier, vraiment, je crois que...
C'est ça. Je vais retenir ça de cet épisode, le poirier. On arrête tout ça et bébé arrivera ou pas, peu importe. Et au moment où je continuais à être très, très, très dans cette dynamique sportive, malgré les recommandations de Dr Lurel qui m'avait dit « Laissez votre corps se reposer, laissez-le, ok ?» Je comprends que vous êtes un petit peu nerveux, je comprends que vous avez besoin en tout cas de gagner, mais calmez-vous. Et donc j'ai lâché un petit peu le sport, j'ai repris un équilibre de vie classique. Et un matin, alors que nous attendions, on devait démarrer vraiment la FIV à partir de septembre, on était autour de juillet, mon compagnon me dit « Mais je comprends pas, tu me dis pas quand est-ce que tes règles vont arriver, moi j'aimerais avoir l'information parce qu'on est quand même dans cette démarche et tu ne me dis rien. » Et là, je dis, je sais pas, j'en sais rien, je m'en fiche, qu'elle vienne ou qu'elle vienne pas, peu importe. En tout cas, voilà, mes menstrues, on s'en fiche. De toute façon, tout va être très, très, très... on va être associé maintenant avec des professionnels qui vont tout faire. Donc, c'est pas grave. Ça va être très mécanique. Ça va être très mécanique. Et donc, comme il travaillait dans le corps médical, il me dit, non, mais quand même, tu devrais quand même au moins savoir si t'as pas de règles. Et je me dis, tiens, j'ai un peu de retard. Je vais prendre un test. On avait plein de tests à la maison, bien évidemment, comme on était toujours en train de... Vous aviez un stock. On avait un stock, voilà. Et je fais mon test, et je ressors de la salle de bain en disant, c'est pas vrai, regarde. Et là, je me rends compte que, de manière totalement naturelle, avant même de démarrer la FIV qui était prévue pour le mois de septembre, boum, c'est arrivé. Parce que tu as lâché prise. Exactement. Au moment où j'ai vraiment tout déposé en disant, c'est bon, j'en suis fatiguée, je dépose tout, je laisse mon corps à la fois se reposer parce que Tu arrêtes de lui en vouloir un petit peu quand même. Oui. Hein? Et puis ne plus être dans cette organisation, à dire voilà, de lâcher prise sur tout. Eh bien, le bébé est arrivé. Alors bien évidemment, on a commencé après à faire les examens pour s'assurer que j'étais enceinte et voilà. Et puis voilà, donc on était follement heureux. Tous ces premiers mois, on n'en a pas parlé à la famille. Deuxième mois également. Troisième mois, on a gardé tout ça. Et bien évidemment, après, on l'a annoncé. Et donc, on l'a annoncé. J'étais suivie toujours par ma gynécologue. 3, 4, 5, 6, 7 mois, bref. Tous les mois se sont très, très, très bien déroulés. Je crois que j'ai vécu une grossesse incroyable. Mais vraiment, c'était une bénédiction chaque jour de voir ce corps qui se transformait, de le voir se développer, de ressentir bien tous les effets de la maternité et de me sentir vivre et d'avoir deux vies, d'avoir le vie de ma petite noisette que j'appelais de cette manière. C'est mignon. Et de me réapproprier aussi mon corps. On n'a pas voulu connaître le sexe. On a voulu vraiment rester sur ce format d'anonymat jusqu'au bout. Donc, on avait pensé à des noms mixtes. D'ailleurs, ma fille s'appelle Raphaël, parce que j'étais convaincue que c'était un garçon, et que j'avais un ventre très pointu. Et donc, jusqu'à mon accouchement, la sage-femme qui m'a accompagnée, parce que donc, je suis arrivée au terme de ma grossesse, tout s'est bien passé vraiment, j'ai une très, très belle grossesse. Et jusqu'à la fin, eh bien, quand j'ai délivré mon bébé, j'ai eu l'occasion et vraiment d'avoir une expérience incroyable parce que j'ai eu en face de moi une sage-femme qui a été extrêmement bienveillante et très proche de moi, malgré que je ne la connaissais pas en fait. C'est une femme qui m'a permis d'accompagner et de délivrer mon bébé. En gros, quand on accouche, le bébé... oui, il a la position super sexy. Voilà, là, c'est ça. Voilà. Le bébé est récupéré par la sage-femme. Or, pendant que moi, je faisais mes poussées, elle a saisi mes mains et elle m'a permis en fait de récupérer mon bébé par les aisselles et de le récupérer et de le mettre sur mon corps. Et ça a été waouh, parce que justement cette appropriation du corps, concrètement, tu as réellement avec les mains accompagné la sortie de mon bébé Raphaël et de la déposer sur mon sein. Je t'en parle là, j'en ai encore des frissons. J'ai en parlé tout à l'heure à Raphaël parce qu'on se remémorait parce qu'elle va avoir 12 ans bientôt, donc je lui parlais un petit peu de sa naissance. Et c'est le plus beau moment de ma vie parce que tu sens tout, enfin tu sens le corps glisser glisser de ton corps, sortir de ton corps et de le mettre sur soi, c'était vraiment un moment incroyable. Donc une très très belle expérience, un bébé adorable qui était en bonne santé, tout était incroyable.
L'histoire aurait pu s'arrêter là. Et on s'est dit, ok, c'est super, on a eu un bébé, on attend 2 ans pour en refaire un autre, et voilà. Donc on avait eu une super équipe hospitalière avec qui on avait bien accroché. Et d'ailleurs, en sortant de l'hôpital, les sages-femmes me disent, Sylvia, à dans 2 ans. Je dis, ouais, c'est bon, à dans 2 ans, d'accord, à dans 2 ans. J'expliquerai pourquoi je dirais ça, pourquoi je te dis dans 2 ans, parce que finalement, ça a été un peu plus petit, un peu plus court. Elle est arrivée combien de temps après, justement? La seconde, 11 mois. C'est-à-dire que, alors, Raphaël, il y a ce qu'on appelle un retour de couche. Oui. Voilà, bien évidemment, après Raphaël, donc j'avais des responsabilités et je voyageais beaucoup. Donc, je partais beaucoup. J'avais décidé de ne pas de ne pas reprendre la pilule, bien évidemment. Donc, je voulais vraiment que mon corps, voilà, j'avais aucun... Et j'étais convaincue, d'après ce qu'on dit, que l'allaitement, en tout cas, permettait de... était un excellent... je perds mes mots. Permettant, en tout cas, limitait le fait d'avoir un autre enfant. Et donc, au bout de 3 mois, je me dis, c'est bizarre, j'ai pas de retour de couche, mais bon, je m'inquiète pas. Alors que je voyageais entre la Martinique et la Guadeloupe, et que bien évidemment que je ne me protégeais pas, mais que quand on se voyait, on était très 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 contents, bien évidemment. Eh bien, un jour, alors je me dis, autant, j'ai pas mes règles, ça arrive pas, je vais quand même prendre un test au cas où, vu qu'on avait encore le même stock qu'on avait gardé depuis 1 an. Et là, qu'est-ce que Bingo, je me rends compte que je suis enceinte une 2e fois. Et là, je me dis, waouh, et comment on va gérer? J'avais entamé un poste où j'étais très, très engagée, cadre, beaucoup de responsabilités, beaucoup de déplacements. Un bébé de 3 mois qui était là, 4 mois même, Raphaël avait 4 mois. Et je me suis dit, c'est OK, c'est peut-être c'est ce que Dieu me demande, OK, c'est OK, c'est une bénédiction, on va assumer les 2 bébés qui arrivent. On avait dit 2 ans, mais on va rester sur 1 an. Sauf que là, j'ai eu une maternité qui a été un peu plus compliquée, un peu plus ombragée justement par mes antécédents médicaux. Au bout de mon 4e mois, j'ai eu ce qu'on appelle une fausse couche, un début de fausse couche. Ça a été très vite. Je me retrouvais... alors, c'est vrai que même enceinte, j'avais aussi un rythme très effréné entre mes responsabilités de directrice d'agence, mon bébé à gérer, la route qui était très très longue parce que j'habitais à Pointe-Noire à l'époque. Et puis, je continuais à faire mon sport. J'étais toujours très 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 active. Et bien évidemment, mon corps a répondu encore une fois en disant « stop ». Donc, j'ai eu des pertes de sang un soir. Et là, on est parti très très vite avec l'ambulance. Donc, on m'a déclenché. On m'a pas déclenché, pardon. On m'a ramené à l'hôpital. Et l'observation a été que je partais sur un début de fausse couche. En fait, mon corps, l'utérus, associé au fait qu'il était beaucoup plus court, et la nidation, pas prématurée, mais je dirais arrivée très rapidement de Ina, parce que c'est son 2e prénom, n'a pas permis la consolidation de mon utérus, en fait. Quand on parle de descente d'organes, justement, c'est un petit peu tout ça. Moi, mon corps, il n'a même pas eu le temps. J'ai accouché en avril, je suis tombée enceinte. Il n'a pas eu le temps de se refaire, de se repositionner. Il n'a pas eu le temps de se refaire, en fait, voilà. Donc, quand elle est arrivée, bien évidemment, ça a appuyé encore plus sur l'utérus. Et comme il était, justement... En faiblesse, déjà. En faiblesse. Donc, il a fallu qu'on fasse ce qu'on appelle un cerclage. Un cerclage, le terme barbare, c'est quand on te noue, voilà, l'utérus avec un fil de cuivre. Voilà, c'est assez... Donc, une grossesse un peu particulière où j'étais du coup... Mais tu as été allongée. Totalement. J'étais totalement alitée. Quand j'étais en position debout, c'est très compliqué. C'était même très inconfortable et très douloureux. Et donc, j'ai eu toute cette grossesse, mais où j'étais totalement allongée. Et en même temps, malgré que j'étais alitée, allongée, je me sentais face à Raphaël, qui était un bébé aussi, qui était gardé par la crèche. J'ai tenu à la récupérer de la crèche. Mais oui, je sais. J'ai tenu à la récupérer de la crèche pour continuer à passer du temps avec elle, avec mon bébé et ma grossesse. Alors, Raphaël est un enfant extraordinaire. C'est toi qui allais la chercher à la crèche? Non, c'était pas possible. Quelqu'un te la qu'elle ramenait. Alors non, elle n'était plus à la crèche. C'est-à-dire qu'elle toute la journée, elle était avec moi. Moi, j'étais alitée, allongée. Donc, j'avais aménagé tout mon salon. J'avais le parc qui était à côté, tout à disposition pour aller d'une pièce à une autre. J'avais ma petite poussette. Donc, avec ma poussette, je pouvais marcher un petit peu pour l'accompagner auprès de la salle de bain et l'allonger. Le repas, le déjeuner était préparé par mon compagnon.
les petits pots et compagnie, et on passait notre temps soit à jouer, à lire, à regarder un peu la télé, à préparer son éveil éducatif, mais je voulais vraiment passer du temps avec elle, parce que j'avais la sensation de passer à côté de son temps aussi à elle, parce que c'est un deuxième bébé qui est c'est arrivé. un deuxième bébé qui est arrivé de manière assez prématurée, mais qui ne me laissait pas l'opportunité de démarrer ma démarche de maman avec un premier bébé. Donc je ne voulais pas retirer ça à Raphaël, et je voulais aussi qu'elle comprenne que maman attendait un deuxième bébé, et voilà, créer un cocon toutes les trois pour qu'on soit vraiment en phase, et c'était important. Et c'est ce que tu as réussi, non? Et c'est ce que j'ai réussi. Et la chance que j'ai eue, c'est que Raphaël est aussi une enfant très très calme. C'est ce que j'allais te dire, parce que elle n'était pas trop demandeuse en termes d'énergie. Non, c'est une enfant incroyable. Mais j'ai même l'impression qu'elle comprenait. Alors elle posait ses mains sur mon ventre, elle mettait sa tête, elle écoutait, elle caressait mon ventre. Elle a toujours été très 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 calme. À l'instar de Ina, qui est une enfant différente, beaucoup de points trépides. Et qui d'ailleurs réagissait beaucoup dans mon ventre, mais ça a été une grossesse différente, donc associée effectivement à beaucoup plus de tranquillité et moins d'énergie, parce que je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais rien faire, mais en tout cas, ce sont des moments où j'ai consolidé ma relation avec mes filles, où j'ai appris aussi à gagner en repos, à gagner au fait qu'il est important aussi d'écouter mon corps et de prendre ce temps. En fait, la vie t'a forcé à te poser, tout simplement. C'est ça. Parce que t'es un peu têtu, non? Déterminé, on avait dit. Déterminé. Déterminé. C'est le mot juste. C'est ça, de la détermination à vouloir faire les choses à ma manière, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que... Donc Ina est arrivée ensuite, après cette grossesse, alors de manière un peu plus compliquée, mais je n'ai pas eu de problématique après au niveau de la délivrance, tout s'est bien passé. J'ai tenu du coup à connaître le sexe de Ina assez rapidement, parce que c'est vrai que oui, moi on n'est pas resté sur le même désir parce que j'étais convaincue aussi que c'était un garçon, et parce que finalement on m'a encore donné une deuxième fille, et je suis ravie d'avoir des filles. Tiens à le dire, parce qu'elles vont m'écouter. Mais voilà, ça a été une grossesse différente qui m'a aussi fortifiée, et qui m'a aussi appris encore une fois aussi à lâcher prise. C'est ce que j'allais te dire, à lâcher prise d'une autre façon, en fait. Absolument. S'il fallait retenir quelque chose, c'est il faut faire confiance à son corps. Non, notre corps doit être notre partenaire. Notre corps doit être notre partenaire, absolument. Oui, notre corps, on doit l'écouter, le bichonner. J'ai découvert la sophrologie pendant ma grossesse. Voilà, j'ai fait beaucoup de méditation. La seconde grossesse de Ina. J'ai une sage-femme incroyable qui venait toutes les semaines, et qui donc venait avec le monitoring, et qui me faisait beaucoup de sophrologie. Donc je visualisais mon bébé, je visualisais la naissance. Et tout ça m'a beaucoup aidée aussi à faire taire la peur que j'aurais pu, en fait, peut-être de perdre mon bébé, ou le fait même de ne pas... Enfin, toutes ces peurs associées au fait que j'avais un organe reproducteur qui était un peu défaillant, au fait que j'enchaînais une grossesse avec 2 bébés en même temps. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidée. La sophrologie m'a permis aussi de me rééquilibrer, de me réguler, et d'accueillir Ina dans les meilleures conditions. Ce que je n'ai pas expliqué, et ce qui est aussi un petit clin d'œil, dans toute l'histoire que j'ai racontée de Raphaël, qui porte un nom mixte, parce qu'on ne voulait pas, on voulait en tout cas découvrir le sexe. Raphaël s'appelle Désiré. Wow. Son deuxième prénom, Son deuxième Désiré. prénom, parce que bien évidemment, elle a été tellement désirée que c'est le plus belle appellation en tout cas qui lui ressemblait. Et concernant Ina, son deuxième prénom c'est Victoire, qui est à la fois le prénom de ma mère naturelle, et qui est à la fois un clin d'œil au fait que oui, c'est une victoire. Donc c'est symboliquement, il y a aussi 2 noms qui sont forts: Raphaël Désiré, Ina Victoire, parce que c'est à la fois mes précieuses. Et j'adore les appeler comme ça, mes précieuses, mes délicieuses.
elles le sont. Ce que je retiens, c'est que dans la maternité, tu sais, je pourrais recevoir 15 femmes qui parlent de la maternité, que j'aurais 15 histoires différentes, parce que nous sommes toutes différentes face à la maternité. Mais s'il y a une chose que je retiens et que j'entends souvent, quand il y a un désir ardent de maternité et que ça coince un petit peu, en dehors des problèmes vraiment physiologiques qu'il peut y avoir, le lâcher-prise. Absolument. Parce que je retiens qu'à partir du moment où tu as lâché prise, waouh, le ciel t'a dit, ok, mais enfin, tu es prête. On a ouvert les vannes. Ouais. Le contrôle, en fait, on revient en fait sur le fait qu'on veuille Tout contrôler. tout contrôler. Et dans... Tu sais, le fameux contrôle dont tu parlais quand on parlait de la blessure d'abandon. Absolument, ouais, absolument. Voilà, absolument. C'est le lien, exactement ça. Et tu vois, quand je parlais de planification, quand je disais que, voilà, j'avais décidé de faire mon bébé entre telle date ou telle date, et qu'on avait décidé de gérer mon cycle de cette manière, de faire des petits... Le poirier à telle date. Le poirier à telle date, la prise de température à telle date, s'assurer que vraiment tout était... Ça, c'était le contrôle. Mais même pour lui, c'était pas forcément hyper sexy comme attente. Ina est arrivée dans ce lâcher-prise parce qu'elle est arrivée au moment où je ne pensais même pas... je pensais que mon corps était continu de travaux et que j'allais attendre encore 2 ans ou même plus pour avoir un bébé. Ou pas, d'ailleurs. Je ne savais même pas si j'aurais pu être une seconde fois maman avec tous les antécédents que je possédais. Et Raphaël est arrivé de manière très naturelle au moment où nous devions entamer une FIV. Et finalement, on ne l'a pas fait. C'est vrai que même en racontant et en narrant de nouveau cette histoire, je me dis, waouh, quand même, quelle histoire. Yes. Quel état. Quel message que tu aurais à faire passer à tes filles? À mes filles? Oui, parce que je sais qu'elles écouteront. Oui. Donc, je ne te demande pas de parler aux auditrices, je te demande juste quel message veux-tu passer à tes filles? Alors, je pense que mes filles m'ont fait grandir, en fait. Elles m'ont permis de gagner on parle souvent de féminité sacrée. Et je pense que j'ai gagné en rééquilibrant mon corps. Voilà, j'ai gagné dans ma découverte avec elles, dans la manière dont elles m'ont comment dirais-je, indirectement, elles m'ont demandé de faire un vrai travail sur moi, sur mon corps, sur des choses que je n'avais pas envie de lâcher pour les accueillir. Donc j'ai dû me déposséder pour accueillir 2 beaux bébés. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Merci Sylvia. Merci à toi. C'est toujours un bonheur de partager avec toi. Bon, on se retrouve dans tous les cas de figure. Okay. Je ne sais pas quand, mais on se retrouve. Ça marche. Ça marche? À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.